Ainsi, la princesse Diana a rédigé un testament en 1993 lors de sa séparation d'avec Charles et elle ne l'a plus jamais modifié. Ni après la finalisation du divorce, ni après avoir perçu les 16 millions de livres sterling d'indemnité, ni même après que sa vie ait été complètement bouleversée. Et c'est cette décision de ne jamais mettre à jour un seul document qui est à l'origine de toute cette histoire. Car lorsque ce testament fut enfin ouvert après sa mort en 1997, il ne contenait pas seulement de l'argent. C'était un compte à rebours inexorable, une rébellion silencieuse et un ultime acte de protection que le palais n'avait absolument pas vu venir. Et honnêtement, le fait que personne dans son entourage ne lui ait jamais dit « et on devrait peut-être mettre à jour ça maintenant que tu n'es plus membre de la famille royale » relève soit d'une négligence flagrante, soit de la preuve qu'elle ne se sentait vraiment pas menacée. Réfléchissons-y un instant. Diana connaissait l'institution mieux que quiconque à ce moment-là. Elle avait survécu au mariage, aux humiliations et même à la perte de son titre d'Altesse royale. Elle savait parfaitement à quel point le palais la considérait comme négligeable et pourtant elle n'a pas mis à jour son testament. Peut-être pensait-elle avoir des décennies devant elle, peut-être était-elle simplement épuisée, peut-être supposait-elle que la justice s'en chargerait. Quoi qu'il en soit, ce document a figé ses intentions dans l'ombre en 1993. Et tout ce qui s'est passé après le divorce, le règlement, les nouvelles relations, la réinvention complète de son image publique, rien de tout cela n'a été intégré à la version finale de son testament. Ainsi, lorsqu'elle est décédée, le 30 et 1 août, dans ce tunnel parisien, le document légal qui régissait, tout était déjà obsolète de 4 ans. Et c'est là que cela devient étrange, car le testament lui-même a été qualifié par les historiens de la famille royale de banal, sans imagination, voire bâclé. Il s'agissait de Diana, princesse de Galles, l'une des femmes les plus célèbres au monde, et sa planification successorale était apparemment moins sophistiquée que ce à quoi on pourrait s'attendre de quelqu'un qui avait un bon conseiller financier et un abonnement à un magazine de finances personnelles. Elle a désigné William et Harry comme principaux bénéficiaires, ce qui est logique. Elle a nommé sa mère et sa sœur aînée comme exécutrices testamentaires et puis plus rien. Aucune modification, aucune mise à jour, aucun codicile. Rien n'est reflète les changements financiers et juridiques massifs survenus après 1993. À sa mort, sa succession était évaluée à un peu plus de 21 millions de livres sterling. Cela représentait environ 30 et 1,5 million de dollars à l'époque. Cette somme comprenait de l'argent liquide, des placements des bijoux, des vêtements et les 16 millions de livres sterling de l'indemnité de divorce versée par Charles. William et Harry devaient en recevoir la plus grande partie, mais voici ce qui donne à réfléchir une fois les impôts et les frais juridiques déduits. Près de la moitié de cet héritage a tout simplement disparu, envolé, avant même que ses fils n'aient vu la couleur de l'argent. Et c'est là que ça devient vraiment scandaleux si on commence à creuser. Selon la loi britannique en vigueur à l'époque, Charles avait le droit de récupérer l'intégralité des 16 millions de livres sterling de l'indemnité de divorce. La raison est précise et plutôt brutale. Diana étant décédée moins d'1 an après avoir reçu cet héritage, une disposition lui permettait de le récupérer. S'il avait exercé cette option, William et Harry n'auraient été imposés que sur les quelques 5 millions de livres sterling hérités par Diana de son père. Charles aurait alors pu réinvestir la somme plus importante séparément pour ses fils, la protégeant ainsi bien davantage des impôts. Il ne l'a pas fait. On lui a conseillé de laisser l'intégralité du montant dans la succession de Diana et de le laisser être imposé. Résultat, des millions perdus qui auraient pu être préservés. Des millions qui appartenaient à 2 garçons
qui venaient de perdre leur mère. Je ne dis pas que Charles a pris la mauvaise décision intentionnellement. J'ignore ce qui lui passait par la tête. Mais le résultat est ce qu'il est. Une part importante de la fortune de Diana a été absorbée par le système fiscal à cause d'une décision qui aurait pu être évitée, et même le reste n'a pas été transmis sans problème. Outre le patrimoine principal, un fonds discrétionnaire a été créé pour les princes et leurs futures familles. Environ cent, 0 livres sterling ont été versés dans ce fonds, dont les intérêts ont continué de leur profiter au fil du temps. Aujourd'hui, les deux frères étant mariés, leurs épouses, Catherine, princesse de Galles, et Meghan Markle, peuvent également y puiser. Ce fonds continue donc discrètement de fructifier un écho financier des intentions de Diana qui reste pertinent des décennies plus tard. Mais Diana avait laissé derrière elle autre chose méconnue du grand public. Le lendemain de la signature de son testament en 1993, elle a rédigé une lettre de souhait privée. Cette lettre n'avait aucune valeur juridique contraignante, ce qui constitue une distinction importante. Une lettre de souhait est essentiellement une suggestion. Elle dit « Voici ce que je souhaite qu'il se passe ». Mais cela n'oblige personne à le faire. Dans cette lettre, Diana demandait que 75% de ses bijoux et effets personnels que la loi britannique qualifiait de biens meublés, un terme savant pour désigner les biens mobiliers, soient partagés équitablement entre William et Harry. Elle exprimait également l'espoir discret que leurs futures épouses porteraient un jour ces bijoux. Ce souhait s'est réalisé. William a demandé Kate en mariage avec la bague de fiançailles en saphir de Diana, celle-là même qu'elle avait choisie dans le catalogue Garrard en 1981, à une époque où ses choix avaient parfois du mal à convaincre le palais. Depuis, Kate a porté le diadème et les boucles d'oreilles en saphir de Diana à plusieurs reprises. Meghan portait le bracelet Cartier en diamant de Diana lors de cette interview explosive avec Oprah Winfrey. Ainsi, les bijoux de Diana sont désormais portés par les femmes choisies par ses fils comme elle l'espérait. Mais la lettre de Diana allait plus loin. Elle a demandé que les 25% restants de ses biens personnels soient donnés à ses 17 filleuls des souvenirs précieux, quelque chose de personnel pour se souvenir d'elle. Cela s'est jamais produit. La lettre n'ayant aucune valeur juridique, les exécutrices testamentaires de Diana, à savoir sa mère et sa sœur aînée, ont choisi d'ignorer complètement cette demande. Au lieu de recevoir quelque chose de significatif, les filleuls se sont vus remettre ce que certains ont décrit plus tard, comme des souvenirs vides de sens, de figurines, de chasse, de la vaisselle, des articles de service à café, rien de plus que des objets. Diana avait essayé de contacter tout le monde pour laisser quelque chose de significatif aux personnes qu'elle aimait au-delà de ses seuls fils, et ce souhait a été en substance rejeté. Quand on compare les paroles et les actes difficiles, de ne pas penser que les exécuteurs testamentaires ont privilégié la simplicité au détriment des sentiments. Ils en avaient le pouvoir légal, certes, mais cela n'en rend pas la décision moins froide. Le reste de la succession de Diana a été placé dans une fiducie appelée succession résiduelle. Son intention était claire. William et Harry y auraient accès à leurs 25 ans. Cela s'est pas produit non plus. Les exécuteurs testamentaires ont demandé une modification légale appelée acte d'arrangement, repoussant de 5 ans l'accès complet à l'héritage. Les frères pouvaient percevoir les intérêts du fonds fiduciaire à 25 ans, mais le capital restait bloqué jusqu'à leurs 30 ans. Lorsqu'ils en ont finalement obtenu le contrôle total, chaque fils a reçu environ 10 millions de livres sterling. Ainsi, les fils de Diana ont dû attendre 5 années supplémentaires par rapport aux intentions de leur mère pour accéder à son héritage. Ce délai ne correspond pas au souhait de Diana. Elle avait dit 25 ans, ils ont eu 30,
et ce sont des membres de sa propre famille qui ont pris cette décision. Même le bien le plus symbolique de Diana a connu un parcours complexe. Sa robe de mariée, cette création spectaculaire de David et Elisabeth Emmanuel, avec sa traîne de 7 mètres, n'est pas revenue directement à ses fils. Pendant des années, elle a appartenu à son frère Charles Spencer. Il l'exposait chaque année à Althorp, la prêtait à des musées et des expositions du monde entier et collectait des fonds pour des œuvres caritatives grâce à elle. Ce n'est qu'en septembre 2014, pour le 30e anniversaire de Harry, que la robe a finalement été remise au fils de Diana. En 2021, elle a été exposée au palais de Kensington dans le cadre d'une exposition de mode royale. Ainsi même, la robe a mis 17 ans à arriver là où Diana pensait sans doute qu'elle irait immédiatement. Après la mort de Diana, chacun de ses frères a été autorisé à choisir un objet personnel parmi ses effets conservés au palais de Kensington. William a choisi la montre Cartier Tank française de Diana, une montre en or que son père lui avait offerte. Après le divorce, Diana la portait constamment. William pensait qu'elle aurait souhaité qu'il la garde. Harry a choisi la bague de fiançailles en saphir et diamant, mais les frères ont conclu un pacte discret. Celui qui se marierait en premier l'utiliserait pour faire sa demande. Lorsque William fut prêt à demander Kate en mariage, Harry lui céda la tâche sans hésiter. Plus tard, lorsqu'il dessina la bague de fiançailles de Meghan, il y plaça 2 diamants de la collection personnelle de Diana de part et d'autre de la pierre centrale. Sa présence s'est ainsi discrètement tissée dans leur avenir, même si le cheminement juridique pour y parvenir fut semé d'embûches. D'ailleurs, une erreur fréquente persiste. William et Harry n'ont pas hérité d'Althorp. Althorp Est, le domaine ancestral de Spencer, cette somptueuse propriété du Northamptonshire où Diana a grandi et où elle repose sur l'îlot au milieu du lac ornemental. Ce bien se transmet par la lignée des Spencer et non par Diana. Il reviendra à son neveu Louis Spencer et non à ses fils. L'argent de Diana est allé à ses fils, mais pas sa maison. Et je pense que cette distinction est importante car on suppose parfois qu'hériter de ses biens signifiait hériter de tout ce qui lui était lié. Non, le lieu où elle repose, le terrain où elle est enterrée, appartient à la famille Spencer et non à William et Harry. Ils s'y rendent en pèlerinage, mais n'en sont pas propriétaires. À ce moment-là, les fortunes des 2 frères avaient déjà commencé à diverger considérablement. La fortune de William est aujourd'hui estimée à plus d'1 milliard de dollars, principalement grâce à son futur rôle de roi et aux avantages financiers qui y sont liés. Celle de Harry avoisine les 60 millions de livres sterling. Le testament de Diana n'a jamais tenu compte de ce déséquilibre car en 1993, lorsqu'elle l'a rédigé, personne ne le pouvait. On avait prédit à quel point leur vie allait prendre des tournants différents. Pour compenser discrètement, Charles créa un fonds de fiducie distinct pour Harry et la reine-mère, avait fait de même des années auparavant en lui versant des allocations à 21 ans puis à 40 ans. Ainsi, ces ajustements financiers discrets s'opéraient en coulisses, autant de reconnaissance implicite du fait que le système ne traiterait pas les 2 frères de manière égale, quelles que soient les dispositions du testament de Diana. La succession était chaotique, la lettre de Suhaïs fut ignorée, les filleuls oubliés, des millions disparus en impôts. La création du fonds de fiducie fut retardée de 5 ans, et pourtant, malgré tout, Harry reçut la somme nécessaire, juste ce qu'il fallait au moment opportun, et ce qu'il en fit changea la famille royale d'une manière que personne, ni le palais, ni la presse, ni même Harry lui-même n'aurait pu prédire. Alors, voici ce qu'il en est de l'héritage. Sur le papier, Diana a légué ses biens à ses 2 fils à parts égales. Même somme, même fiducie, même structure juridique. Pourtant, l'argent
ne se répartit pas de la même façon dans toutes les vies. Tout dépend de l'usage qu'on en fait et les besoins de William étaient radicalement différents de ceux de Harry. L'héritage de William s'est intégré sans difficulté à une vie que la monarchie avait déjà entièrement financée et dirigée. Cela n'a rien changé à son parcours. Il n'aurait jamais eu besoin d'un fonds de sortie. La couronne était sa destinée. Elle l'avait toujours été. Cet argent était un ajout, non une transformation. Pour Harry, c'était tout le contraire. Il avait passé toute sa vie dans l'institution qui avait brisé sa mère. Il avait vu la scène se dérouler sous ses yeux. Il avait marché derrière son cercueil à l'âge de 12 ans. Il avait porté ce fardeau pendant des décennies. Dans ses mémoires, Spare, Harry, décrit la réalité étouffante de la vie royale. Le contrôle, l'absence de liberté. Le sentiment d'être prisonnier d'un rôle qu'il n'a jamais choisi, d'un système qui a détruit la personne qu'il aimait le plus. Puis en 2016, il rencontre Meghan Markle, actrice américaine métisse divorcée au franc-parler, tout ce que l'institution aurait du mal à accepter. Et la situation s'est compliquée. La presse britannique s'est attaquée à Meghan avec une férocité immédiate et implacable. Harry a vu le palais réagir à Meghan de la même manière qu'il avait réagi envers Diana par le silence, la distance et le refus de la protéger. Lors de leur interview avec Oprah Winfrey en 2021, Meghan a révélé avoir eu des pensées suicidaires pendant son engagement au sein de la famille royale. Elle a expliqué s'être adressée à l'institution pour obtenir de l'aide, mais qu'on lui avait répondu que cela n'était pas acceptable car cela nuirait à l'image de la famille royale. Harry, assis à ses côtés, a confirmé chacune de ses paroles. Il a dit que l'institution avait privilégié sa réputation au détriment du bien-être de sa femme, tout comme elle l'avait fait jadis au détriment de celui de sa mère. Sa voix s'est brisée en prononçant ces mots. Ma plus grande crainte était que l'histoire se répète. Ce n'était pas une métaphore. C'était la confession d'un homme qui avait déjà vu ce film et qui savait exactement comment il se terminait. En janvier 2020, Harry et Meghan ont annoncé qu'ils se retiraient de leurs fonctions de membres actifs de la famille royale. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe au sein de la monarchie. Aucun membre actif de la famille royale n'avait jamais renoncé volontairement à la couronne dans l'histoire moderne. Le palais fut pris au dépourvu. La presse s'enflamma. L'opinion publique se divisa. Du jour au lendemain, Harry et Meghan s'installèrent d'abord au Canada, puis à Montecito, en Californie. Ils signèrent des contrats avec Netflix et Spotify d'une valeur totale estimée à 100 millions de dollars. En janvier 2023, Harry a publié Spare ses mémoires. Ce livre est devenu l'ouvrage non romanesque le plus rapidement vendu de l'histoire de l'édition britannique. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans une assise financière solide pour traverser ces premiers mois terrifiants de rupture. On ne signe pas de contrat avec Netflix si l'on n'est pas capable de surmonter la période de transition. On n'écrit pas de livre si l'on est au bord du gouffre. On ne construit pas une vie si l'on n'a rien sur quoi s'appuyer avant de se lancer. Ce socle, il le doit à Diana. Lors de son interview avec Oprah, Harry l'a dit clairement « Voici, boyski. Je n'aurais pas pu y arriver sans l'argent de ma mère. » Aussi, l'héritage de Diana leur a permis à lui et à Meghan de souffler un peu pendant leurs premières années loin du système royal. Sans lui, il n'y aurait eu ni marge de manœuvre, ni temps pour construire leur avenir, ni la possibilité de dire non à l'institution et de le penser vraiment. Diana n'a jamais eu cette chance. C'est ce qui rend la situation à la fois si bouleversante et si marquante. Elle a passé des années prisonnière d'un système qui la rejetait mais refusait de la libérer. Prisonnière des protocoles des attentes d'un mariage déjà mort-né bien avant sa dissolution officielle.
Le règlement du divorce, d'un montant de 16 millions de livres sterling, lui est parvenu en 1996. Elle est morte un an plus tard. Elle n'a jamais pu utiliser son fonds de liberté. Elle n'a jamais su à quoi sa vie aurait pu ressembler de l'autre côté. Harry a hérité de ce qu'elle n'a jamais eu, et il en a fait usage exactement comme elle l'aurait souhaité. Le testament était bâclé. La lettre de souhait a été ignorée. Les filleuls ont été oubliés. Des millions ont disparu en impôts. La création de la fiducie a été retardée de 5 ans. Et pourtant, malgré tout cela, Harry a reçu suffisamment d'argent au moment précis où il le fallait pour changer le cours de l'histoire royale. Le frère de Diana, Charles Spencer, s'est tenu à l'abbaye de Westminster lors de ses funérailles et a promis que ses fils ne seraient pas consumés par le devoir et la tradition qu'ils resteraient les fils de leur mère. Harry est devenu exactement cela au sens le plus littéral du terme. Il a pris l'argent de sa mère et a fait la seule chose qu'elle n'a jamais pu faire, il est parti. Des années plus tard, interrogé sur sa décision, Harry répondit simplement « Ah, c'est qui. Elle saurait que j'ai fait ce que je devais faire. » C'est qui. Diana a légué ses biens à ses 2 fils à part égale, mais un seul s'en est servi pour tout changer. Elle n'a jamais modifié son testament, ni restructuré la fiducie, ni donné d'instructions précises quant à l'utilisation de l'argent. Mais cela n'avait aucune importance, car au final, cela a permis d'atteindre l'objectif que Diana s'était fixé toute sa vie: protéger son fils du système qui l'avait détruite. C'est cela qui change tout bien plus que l'argent, le fait que ça ait fonctionné. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à Crown Watch. Chaque semaine, nous décortiquons l'actualité royale et je ne veux pas que vous ratiez les prochains articles. À présent, parlons des raisons pour lesquelles les choix juridiques de Diana étaient en réalité les plus stratégiques qu'elle ait jamais faits, même s'ils pouvaient paraître maladroits de l'extérieur. Car si l'on prend du recul et que l'on considère la situation dans son ensemble, le testament n'était pas qu'un simple document, c'était un message. Elle l'a rédigé en 1993, l'année même de sa séparation d'avec Charles, l'année même où elle commençait à comprendre à quel point elle était insignifiante pour l'institution. Elle ne l'a pas mise à jour après le divorce, car honnêtement, qu'aurait-elle dû y ajouter? « Je ne fais toujours pas confiance au palais, veuillez répartir mes biens en conséquence. » Le testament qu'elle a rédigé en 1993 était celui d'une femme qui planifiait déjà sa fuite, même si elle l'ignorait encore. Elle n'a simplement pas eu le temps de mener à bien son voyage. Et c'est ce que l'on sous-estime constamment chez Diana. Elle n'était pas seulement une victime du système, elle l'étudiait. Elle observait son fonctionnement, elle en comprenait les rouages. Et elle a structuré la seule chose qu'elle pouvait contrôler son argent pour servir ceux qu'elle aimait le plus. Le fait que l'exécution ait été chaotique ne change rien à son intention. Le fait que ses exécuteurs testamentaires aient ignoré certains de ses souhaits n'efface pas ce qu'elle a tenté d'accomplir. Elle voulait que ses fils soient libres. Elle voulait que ses filleuls aient des souvenirs. Elle souhaitait que ses bijoux continuent de vivre sur les femmes que ses fils aimeraient. Ce souhait s'est réalisé en partie, non mais l'essentiel, protéger William et Harry, a été accompli au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Songez où nous en sommes aujourd'hui. William est le futur roi portant la montre de Diana au poignet marié à une femme qui porte sa bague, et ils élèvent des enfants qui connaissent l'héritage de leur grand-mère. Harry vit en Californie, construisant sa vie en dehors de l'institution mariée à une femme qui porte le bracelet de Diana, et ils élèvent des enfants qui n'auront jamais à marcher derrière le cercueil sous le regard du monde entier. Ces 2 destins sont la victoire de Diana. Elle ne leur a pas seulement légué de l'argent,
elle leur a offert des possibilités. Et les possibilités, c'est précisément ce que la monarchie s'efforce de vous refuser. Lorsque Charles Spencer a prononcé l'éloge funèbre à l'abbaye de Westminster, elle faisait une promesse devant 2 milliards de personnes. Il a déclaré que les Spencer veilleraient à ce que les âmes de William et Harry ne soient pas consumées par le devoir et la tradition. À l'époque, cela ressemblait aux propos d'un frère en deuil de sa sœur, lançant une déclaration de défi contre l'institution qu'il tenait pour responsable de sa mort. Mais avec le recul, cela ressemble à une prophétie, car c'est exactement ce qui s'est passé. L'âme d'Harry n'a pas été consumée, il est parti. Celle de William non plus. Il évolue au sein de l'institution à sa manière, avec une épouse, elle aussi issue d'un milieu non aristocratique, et des enfants scolarisés avec des enfants ordinaires. Ces deux frères, chacun à sa façon, sont la preuve vivante que le dernier geste de Diana a porté ses fruits. Les 21 millions de livres sterling sont presque insignifiants désormais. Le véritable héritage n'était pas l'argent mais la leçon. Diana a enseigné à ses fils, par sa vie et par sa mort, que l'institution vous consumera si vous la laissez faire. Elle leur a appris que le silence n'est pas synonyme de sécurité. Elle leur a appris que partir est une option même quand tout le monde vous dit le contraire. Et elle a consacré toutes ses économies à cet enseignement. Harry a déclaré qu'il n'aurait rien pu faire sans son argent, mais l'argent n'était qu'un moyen. Le véritable cadeau, c'était la permission que Diana a donnée à ses fils, celle de se choisir eux-mêmes plutôt que la couronne. Et cela, aucun protocole royal ne pourra jamais l'effacer. Alors quand vous entendez des gens dire que le testament de Diana était bâclé, sans imagination ou mal structuré, ils passent à côté de l'essentiel. Si Testament n'était pas une question de perfection juridique, mais d'amour incarné. C'était l'expression par une mère de son propre destin, transmettant à ses fils la clé d'une porte qu'elle n'avait jamais pu franchir. Elle n'avait pas besoin de le mettre à jour, car le message essentiel demeurait inchangé. Prenez ceci, soyez libres, survivez à ce que je n'ai pas pu. Et ils l'ont fait. Tous deux, à leur manière, ont survécu à ce qu'elle n'a pas pu. Ce n'est pas un échec en matière de planification successorale, c'est l'héritage le plus réussi de l'histoire royale moderne.